Ça a été dur, hein. Des fois, il y a eu des jours où c'était vraiment dur, mais de là à abandonner, non. Les 3 premiers mois, j'avoue qu'il n'y avait pas de plaisir. C'est quand tu as du vent tout le temps, aucun plaisir. Juste avance et tu essaies de trouver un endroit le soir à l'abri, même 1 ou 2 murs pour te protéger du vent. Voilà, donc pas de plaisir. Quand j'étais dans les déserts et tout, je faisais attention aux serpents, aux scorpions. Après, j'entendais les coyotes quand j'étais plus au Mexique, États-Unis, le soir, hurler la nuit, donc ça faisait un peu peur. Après, j'avais plus peur, honnêtement, j'avais plus peur des gens qui, je sais pas, viennent me voler ou viennent me braquer ou j'en sais rien. Focus. Une émission qui s'intéresse à ceux qui façonnent le visage des 3 pays. Bienvenue sur Radio Ondine. Aujourd'hui, on part loin, très loin. Mon invité s'appelle Pierre Blivet. Il a traversé l'Amérique à vélo, ou plutôt les Amériques, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Il est parti du sud de l'Argentine jusqu'au Canada, soit 25 000 km tout de même. 15 pays et près de 900 jours de voyage. Un voyage incroyable qui va nous raconter. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, 25 000 km à vélo, c'est juste fou. Ouais, on se rend pas compte comme ça. Même moi, j'arrive pas à me rendre compte. Et en fait, on fait des petites étapes, petit à petit, on arrive au bout, mais c'est difficile, ouais. Même à l'échelle d'une carte, on se rend pas compte. Ça veut dire que tu savais que tu allais faire 25 000 km au moment où tu es parti, ou c'est quelque chose qui est venu petit à petit? Je savais que j'allais faire entre 20 et 25 000, parce que je savais que j'allais partir de l'Argentine et arriver jusqu'au Canada. Donc j'avais vu d'autres voyageurs qui avaient déjà fait à peu près ces kilomètres-là. Donc je m'étais dit, bon, bah, on va prendre, comme je disais, petit à petit, et on va voir comment ça va se passer. Et non, j'avais pas prévu, 25 000 au final. Pourquoi tu as décidé de partir du bout de l'Argentine? Pourquoi tu l'as fait dans ce sens-là, c'est-à-dire du sud au nord et pas du nord au sud? Alors moi, à la base, je voulais voir tous les pays latins. Donc je me suis dit, je vais commencer par l'Argentine, tout ça, la Colombie. Et s'il arrive une autre pandémie, parce que je suis parti juste après la pandémie en 2023. T'es parti quand exactement? En janvier 2023. Le 11 janvier, je crois que c'est ça, voilà. C'est ça. Et en fait, avant, j'étais déjà parti en sac à dos en Argentine, Chili. Et justement, j'avais dû être rapatrié pendant la pandémie. Du coup, je m'étais dit, non, moi, je veux voir les pays d'Amérique latine absolument. Donc, je vais commencer par cela. Et au pire, s'il y a une autre pandémie qui arrive, j'aurais déjà fait ces pays-là, je serais content. Donc, au final, tout s'est bien passé. J'ai pu arriver jusqu'au Canada. Mais on va dire qu'à partir du Mexique, même Colombie, tout l'Amérique centrale, le Mexique, les États-Unis, c'était un peu du bonus, quoi. J'étais déjà content d'avoir déjà fait la Colombie, l'Équateur, enfin, tous ces pays que je voulais découvrir absolument, quoi. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai commencé du sud. Et alors tu commences le 11 janvier 2023 depuis la Patagonie, c'est-à-dire le sud-sud de l'Argentine. C'est l'été à ce moment-là. C'est ça, ouais, c'est l'été austral, les saisons sont différentes là-bas. Donc si je serais parti en juillet, il y aurait eu plein de neige. Donc en fait, tu as des périodes pour partir, si tu veux, entre novembre-décembre jusqu'à février, pour partir à vélo. Alors par contre, il n'y a pas de neige, tout est sec, mais il y a beaucoup de vent et beaucoup de vent de face. Ça, c'est ce que j'ai découvert aussi en prenant dans le sens du sud au nord, que le vent arrive du nord. Donc tous les jours du vent. Et ça, j'avais pas pris en compte. Je m'attendais à avoir du vent, on m'avait prévenu, tu vas avoir beaucoup de vent, mais autant. Et pendant 3 mois comme ça, par contre, j'étais pas préparé, quoi. Alors, 3 mois de vent de face et ça n'arrête jamais en fait. Ça n'arrête jamais, sauf dans la nuit et jusqu'à 10h du matin. Et à partir de 10h, ça reprend des rafales. Donc c'est très mentalement, physiquement déjà c'est dur, t'avances pas, t'avances à 5-10 km/h maximum toute la journée. Quand tu fais par exemple 30 km, ceux qui arrivent, je croisais d'autres cyclistes qui arrivaient du nord, ils avaient déjà fait 100 km. Je me rappelle d'un cycliste qui m'avait juste dit, il est parti ce matin et il a juste poussé ses pédales, mis un coup de pédale et le vent l'a emmené comme un bateau, quoi. D'accord. Et moi, j'ai été dans l'autre sens et j'étais en souffrance et lui, pas du tout le même voyage, quoi. Et ouais, ça a été 3 mois comme ça jusqu'à ce que j'arrive au Chili, à une route qui s'appelle la Carretera Austral au Chili.
où il y a beaucoup de forêts, etc. Donc le vent était moins quand même présent. Mais tout avant, c'est de la pampa, il n'y a rien. Par exemple, là, c'est là que j'ai dû transporter beaucoup de nourriture, beaucoup d'eau. Donc c'était pas facile les débuts, mais au final, ça m'a... Avec du recul, j'étais quand même content parce que j'avais quand même vécu quelque chose de très fort dès le début. Ça m'a mis direct dans le bain et après, mentalement, j'étais prêt à tout, quoi. Et j'étais aussi rodé pour la nourriture, pour l'eau, pour trouver des endroits pour dormir, etc. En fait, tout ce qui est arrivé après, ça me paraissait pas facile, mais, Mais plus facile, quoi. mais ouais, en fait, j'étais déjà mentalement forgé, quoi, on va dire. Et ça veut dire que tu n'as pas eu envie d'abandonner comme ça dès le départ, vu les conditions. Enfin, j'imagine 3 mois comme ça doit quand même être. On doit se dire de temps en temps, oh là là, je rentre en Bretagne. Si, dès les premiers jours, je me suis clairement dit, mais dans quoi tu t'es lancé, quoi? C'est trop gros pour toi, quoi. Tu vas jamais aller au bout. Et en fait, ça a été plusieurs jours comme ça, et puis on prend un jour après l'autre, et on avance petit à petit, et au final, on se sent de mieux en mieux sur le vélo, on sent qu'on arrive mieux à gérer un peu tous les à côté, comme je disais, l'eau, etc. On rencontre aussi d'autres voyageurs, ça m'a beaucoup aidé aussi au début de partager un peu la route, parce que je suis parti seul, donc de partager quelques kilomètres, quelques jours avec d'autres voyageurs qui faisaient aussi dans mon sens. Ça nous a forgé aussi, ça nous a soudés d'être ensemble. Et ça m'a beaucoup aidé. Et une fois que j'avais quitté ces endroits venteux, on va dire, ça m'est pas beaucoup. Enfin, ça m'est arrivé une fois au Pérou où j'ai eu un peu un coup de déprime où je pensais abandonner. Mais sinon, non, j'ai toujours. Ça a été dur, hein. Des fois, il y a eu des jours où c'était vraiment dur. Mais de là à abandonner, non. J'avais mon objectif en tête. Je voulais absolument. Tu voulais le faire. En fait, j'étais déjà revenu à cause de la pandémie une fois. Je me suis dit, non, là, t'es sur ce continent, là, tu vas faire ton rêve, quoi. Tu vas vivre ton rêve et tu reviendras après. Alors, justement, si on revient un peu en arrière, ton rêve, est-ce que c'est un rêve d'enfant? Parce que finalement, tu étais cycliste quand tu étais enfant? Alors, enfant, oui, enfin, on va dire comme tout le monde, quoi. J'ai appris à faire du vélo enfant. Après, j'ai fait du foot quand j'étais petit, pendant très longtemps, jusqu'à mes 18-20 ans. Ensuite, j'ai commencé à faire de la course à pied. Donc, toujours un peu baigné dans le sport quand même. Donc, ça, c'était pas nouveau pour moi. Mais le vélo, jamais, quoi. Et c'est justement pendant la pandémie où j'ai un ami qui m'a demandé s'il voulait faire une sortie avec lui, comme ça, à vélo. Et j'avais pas retouché un vélo depuis très, très longtemps. Donc, je me rappelle encore, on avait été sur le canal pendant 2 jours. Parce que lui, il aime bien camper aussi. Donc, on avait fait 2 jours, une nuit sur le canal à dormir en tente. Et c'était horrible, quoi. J'avais mal aux fesses, mal aux jambes. On avait fait que, je sais plus, 40 ou 50 kilomètres. J'en pouvais plus. Sur du plat en plus. Et là, t'avais quel âge quand t'as fait ça? Et là, donc c'était en 2020. Donc j'avais 26 ans, 25, 26 ans. Donc on peut pas dire que t'aies commencé le vélo très, très, très jeune, quoi. Non. C'était vraiment sur le tard. C'est ça. Donc j'ai commencé après comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure, donc on a fait des sorties avec mes amis, 40 km, 50 km une fois par mois, quoi, sans les sacoches, vraiment du vélo de route basique, quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le vélo. Et t'as pas eu envie de partir à pied? Enfin, c'était le vélo, ça s'est imposé d'emblée, ou il y avait aussi enfin, ce type de voyage, on peut le faire aussi autrement? Si, j'avais pensé partir à pied. En fait, à la base, moi, je suis plus quelqu'un qui va dans les montagnes faire des randonnées. Donc, tout ce qui était tente, dormir sans confort, pas prendre de douche, etc. Ça, c'était quelque chose que j'avais un peu d'expérience déjà. Et à pied, je m'étais dit, si, je vais le faire à pied. Mais quand j'ai vu la carte, 25 000 km, je me suis dit, ouf, à pied, combien de temps je vais mettre? Et en fait, en rencontrant d'autres voyageurs qui faisaient du vélo aussi, ça m'a donné en fait l'idée de pourquoi pas aussi partir à vélo. Vu que j'avais déjà un peu ce bagage sportif, je me suis dit, bon, bah, j'ai déjà dormi en tente, je sais comment c'est un peu. Là, je vais juste rajouter l'aspect vélo. Donc, je me suis un peu entraîné un peu plus. Avant de partir, j'ai fait le tour de la Bretagne à vélo pour m'entraîner et pour voir aussi si ça me correspondait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, quoi, la liberté, s'arrêter où on veut, quand on veut. Quelque chose on m'avait dit avant, les autres voyageurs m'avaient dit, tu vas voir, c'est incroyable de voyager à vélo, c'est la liberté. Et c'est vrai. Et du coup, en fait, une fois que j'ai fini le Tour de Bretagne à vélo,
mon idée était faite, quoi. Enfin, je me suis dit, c'est sûr, je pars en vélo. Alors, le Tour de Bretagne, tu pars de chez toi, hein, t'habites en centre-Bretagne, je crois, Ouais. c'est ça? Je pars de Lannion. Ah, tu pars de Je suis Lannion. allé en train à Lannion. Et après, Parce que t'habites où, au fait, au départ? à Rostronin. Je viens du centre-Bretagne. Donc ouais, le Tour de la Bretagne, c'était bien pour s'entraîner, pour avoir un peu de dénivelé, voir plusieurs jours comment ça se passe, de faire du vélo, de repartir à vélo et enchaîner comme ça. Donc j'avais mis 2 semaines pour le faire, un peu plus de 1000 km. Et ouais, du coup, j'avais fait tout le tour jusqu'à Crozon, après descendu le Morbihan jusqu'à Guérande, et après remonter à Rennes, Mont-Saint-Michel et revenir à Lannion, quoi. Ça faisait une belle boucle. Et du coup, ça me permettait aussi, même avant de partir, de découvrir aussi la Bretagne, quoi. Il y avait des endroits que je connaissais pas du tout, et au final, c'était l'occasion, quoi. Le dernier été avant de me lancer dans la grande aventure. Et là, tu as tout de suite senti l'aspect liberté du vélo. Enfin, c'était quand même une découverte, ce moyen de locomotion. Oui, une liberté, mais quand même l'obligation quand même de s'arrêter dans des campings, etc. Le bivouac sauvage interdit. Donc la liberté, oui, mais moitié-moitié, on va dire, quoi. Parce que après, alors du coup, quand tu pars en voyage, là, c'est bivouac sauvage quasiment tout le temps. Je crois que tu as été très, très, très peu à l'hôtel. Ouais, sur 900 jours que j'ai passé, j'ai calculé à peu près, c'est un tiers bivouac dans ma tente tout seul en nature. Un tiers, les gens m'ont accueilli, où j'ai dormi par exemple chez les pompiers ou dans des commissariats ou des trucs comme ça. Et un tiers hôtel. Comment ça se passait pour que les gens t'invitent chez eux? C'était naturel? Ils te voyaient passer, ils te posaient des questions, ils s'intéressaient à toi ou c'était toi qui allais plutôt vers eux? Ça dépendait vraiment. Il y a des moments, oui, je demandais comme ça. Alors, est-ce que vous avez un endroit? Est-ce que vous savez où je pourrais dormir? Je suis en voyage à vélo. Donc, au début, il faut expliquer un peu parce qu'ils comprennent pas trop des fois. Je dors dans ma tente, je voyage à vélo, quoi. Et ensuite, ça a été ça. Donc, aller un peu à l'improviste chez les gens, demander s'ils avaient un bout de jardin pour moi. Moi, je prenais juste 1 mètre carré et c'est tout, quoi. J'avais pas besoin de la douche, etc. Après, c'est naturellement que les gens m'offraient à manger, m'offraient la douche. Au final, plusieurs fois, j'ai dû monter ma tente. Et au final, après avoir discuté avec les gens, j'ai dû démonter la tente parce qu'au final, tiens, j'ai un lit au final dans ma maison pour toi, j'ai une chambre pour toi, ne va pas dormir dans ta tente là. Donc, des fois, ça m'est arrivé à 22-23 heures de remonter la tente et d'aller dormir dans la maison. Ou sinon, des gens, ouais, à l'improviste, par exemple, je me pose sur la place du village et en fait, les gens, tout de suite, ils viennent voir, quoi. Ils sont curieux, ils viennent te demander d'où tu viens, etc. Et en fait, quand tu dis que je voyage à vélo, et à chaque fois, c'est où tu vas dormir? T'es fou, reste pas dehors, quoi. Et du coup, ils t'emmènent, ils disent non, mais viens chez moi, etc. Et ils te prenaient un peu pour un fou Au début, ouais, enfin, ouais, franchement, au début de la conversation, c'est t'es fou, machin. Et en fait, après, ils vont en savoir plus. Mais même après, ouais, au final, même après, quand je raconte un peu tous les pays, etc., ils en reviennent pas, quoi. On reprend le voyage. On Ouais. s'était arrêté en Argentine, là, à partir du moment où tu remontes. Allez, alors, qu'est-ce qui se passe après? Donc après, je remonte, ouais, c'est ça, toute l'Argentine, donc en faisant des zigzags avec l'Argentine et le Chili. La cordillère des Andes commence à peu près au nord de l'Argentine. Donc j'ai fait quelques montées, quelques cols en Argentine, mais là, le dur commence vraiment au nord de l'Argentine, avec des gros cols en lacet. Donc là, j'arrive au nord, et là, je dois passer en Bolivie par un endroit qu'on appelle le Sud Lipez. Et c'est un endroit très très sauvage, très très dur pour les cyclistes, parce qu'en fait, on est à 5000 mètres d'altitude sur une région qu'on appelle l'Altiplano, où tous les jours on est à 4500, 5000 mètres d'altitude, donc déjà il faut gérer ça. Il fait très froid, beaucoup de vent aussi, et en fait... Beaucoup d'oxygène. C'est ça, ouais. Donc après moi, ce qui était bien en vélo, c'est que j'ai pu respecter un peu les paliers d'altitude. Je montais petit à petit. Mais l'altitude, au final, c'est un peu un coup de chance, quoi. Enfin, c'est un peu pile ou face, quoi. Il y avait plein de cyclistes que j'ai rencontrés qui n'ont pas eu un mal de tête, d'autres au bout de 4000 mètres, alors que c'était les meilleurs, ils étaient plus forts que moi, par exemple, et bim, l'altitude. Donc c'est vraiment, ouais, pile ou face, quoi.
Après, si on respecte les paliers, comme on dit, de grimper petit à petit, par exemple, de passer de 2000 à 2500 mètres, après de 2500 mètres à 3000 mètres, de pas tout faire d'un coup, quoi. Normalement, tu as plus de chances d'être mieux, quoi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, j'ai respecté les paliers. Et donc, oui, je suis arrivé dans la région du sud d'Ipèze. Et là, j'ai dû attendre des cyclistes parce que c'est en fait pendant une dizaine de jours, tu passes un endroit où il n'y a rien du tout. Donc, tout est sableux. Enfin, c'est un endroit magnifique, mais les gens, ils vont visiter par exemple en 4x4 et en 2 jours, quoi. Et nous, en vélo, du coup, on prend les routes. Enfin, il n'y a pas de route, c'est les routes que font les 4x4. Donc, c'est des chemins, tu vois. C'est pas vraiment des routes, quoi. Oui. Enfin, c'est même pas des chemins. Et donc, cette partie-là, c'était, je pense, la plus dure que j'ai fait de tout mon voyage. Aussi bien mental que physique. Parce que, vu qu'il y a beaucoup de sable, tout le temps, on doit pousser le vélo, l'altitude, tout ça. C'est très dur mentalement. Donc, je me rappelle, on était avec enfin, on était 4 en tout, 3 cyclistes et moi. Et franchement, tous les soirs, il y en avait un qui craquait, quoi, mentalement, qui pleurait, quoi. Parce que c'est dur, quoi. C'est des conditions où l'homme n'a pas sa place, quoi. Et Alors là, ça fait, je sais pas, 4-5 mois que tu es parti. Hein, 6 mois. 6 mois, 6 mois que tu es parti. Donc déjà, pendant 3 mois, tu t'es pris le vent dans la figure. Après, tu te prends l'école à 4000 mètres. Et puis après, les routes défoncées. Ouais. En fait, il y a presque pas de plaisir pendant 6 mois. Non, si, il y a des jours quand même. Les 3 premiers mois, j'avoue qu'il n'y avait pas de plaisir. Ouais. C'est quand tu as du vent tout le temps, aucun plaisir. Tu juste avances et tu essayes de trouver un endroit le soir à l'abri, même 1 ou 2 murs pour te protéger du vent. Voilà. Donc pas de plaisir. Après, Chili, c'était un peu mieux. Déjà, il y avait moins de vent. Il y avait des paysages, des glaciers, des trucs comme ça. Après, l'Argentine, pareil. Et ouais, après, je l'ai voulu, hein, aller dans cette route. Donc, j'aurais pu contourner et aller prendre une route plus facile. Mais en fait, cette route, elle est incroyable. Elle est très sauvage, etc. Et du coup, il y a des volcans, il y a des lacs couleur rouge. Il y a des animaux en liberté, etc. Donc, c'est très, très beau, quoi. C'est un endroit, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et même encore après, aux États-Unis et tout, enfin, pour l'instant, j'ai jamais vu ça, quoi. Donc, c'était un endroit que tout le monde recommandait de faire, quoi. Mais les gens qui vont en 4x4 sont plus raisonnables, quoi. Parce qu'à vélo, tout le monde nous disait, mais vous êtes fous, vous êtes fous. Et ouais, je pense qu'on était un peu fous. Mais du coup, voilà, on a fait cette route-là. Ça nous a soudés aussi à 4. Et on est arrivé, du coup, après, dans un autre endroit incroyable aussi. C'était le désert de sel en Bolivie, juste après. Donc, en fait, cette route, elle rejoignait le désert de sel. Et là, du coup, moi, je suis tombé malade pendant ce temps-là, entre-temps. Donc, mes amis, eux, ils avaient des rendez-vous de famille aussi, donc ils ont dû partir. Moi, je me suis retrouvé tout seul. Et à partir de ce moment-là, j'ai été tout seul pratiquement tout le temps jusqu'au Canada. Donc, en fait, pour les 6 premiers mois, j'avais quand même des amis, des collègues de route un peu, par moment, par certains kilomètres. Mais après, la Bolivie, ouais, j'ai été toujours tout seul, pratiquement. Alors, petite question pratique, comment tu fais quand tu es dans des routes dans cet état où il n'y a pas forcément grand monde, comment tu fais pour apporter ta nourriture, comment tu fais pour gérer les crevaisons, par exemple, ou les vélos qui cassent, enfin, qu'est-ce qui se passe techniquement parlant, pratiquement parlant? Bah, pour la nourriture, du coup, bah, pas le choix, faut remplir les sacoches de toute la nourriture que tu peux avant de partir. Mais il ne faut pas se tromper. Non, il faut bien calculer. Ouais, il faut bien calculer. Si tu mets plus de jours. Ouais, mais là, on avait pris plus que prévu. On avait tellement peur de rester que. Et l'eau, alors on rechargeait beaucoup. Je crois qu'on portait à ce moment-là une dizaine de litres chacun d'eau. Et après, ce qui était bien dans notre bonheur, c'est qu'on avait les voitures de 4x4 des touristes qui passaient, donc 1 ou 2 par jour, on va dire, et qui nous voyaient, quoi. Et en général, les gens, les conducteurs s'arrêtaient, ils nous donnaient à boire, etc. Donc on rechargeait tout notre gourde comme ça. Parce que ouais, c'était très dur, quoi. Ouais, j'imagine. Donc heureusement qu'on avait les voitures, mais on savait avant. Les autres cyclistes nous avaient dit, chargez-vous en eau, mais n'ayez pas de stress pour l'eau. En général, les gens, ils vont pas vous laisser comme ça. Donc non, on a toujours été bien
bien aidés par les chauffeurs et les touristes. Même les touristes, ils nous donnaient quand même à manger des barres céréales, ce qu'ils avaient. Et la casse sur les vélos là, Non, c'est- là, bah, heureusement, on n'a pas eu. On n'a Pas de pas eu. crevaison, rien du tout. Non, Ah oui, c'est non. fou ça. Ouais, heureusement, ouais. Il y avait Mhm. pas de. Après, vu qu'il n'y a rien, Mhm. il n'y avait pas de cactus, pas d'épines. Par exemple, après, au Mexique, j'ai eu beaucoup de cactus, donc beaucoup de crevaisons. Mais non, là, il y avait. Enfin, c'est rien, quoi. C'est un endroit sauvage où il n'y a pas de route, rien. Donc, aucun truc pour te faire. Pour avoir une crevaison, quoi. Donc, non, non, heureusement, on n'a pas eu. Alors après, donc du coup, tu disais, tu arrives au désert de sel, ou le Salar d'Uyani. Ça, c'est le plus grand désert de sel de la planète. C'est un endroit assez incroyable, j'imagine. Ouais. Ben, avant de partir, moi, du coup, j'avais un peu coché les immanquables, on va dire, quand tu traverses l'Amérique du Sud. Et celui-là, il était vraiment en haut de ma liste. Et je voulais aussi camper, quoi, sur le désert de sel. Parce que, je sais pas, j'avais mon obsession de passer une nuit comme ça, sans pollution, sans voir les étoiles, sans personne. Et du coup, je suis arrivé sur ce désert de sel. Et ouais, je sais pas comment décrire, t'es sur une autre planète, quoi. En fait, tout est blanc, tout est grand. T'avances et tout est comme un mirage, en fait. T'as l'impression de pas avancer. Alors, tu vois les montagnes au loin, donc tu sais que de toute façon, tu vas pouvoir sortir. Mais c'est tellement grand que, bah, en fait, t'as l'impression que les montagnes, elles avancent pas. Donc t'avances, t'as l'impression de pas avancer. Donc en fait, c'est super beau, mais mentalement aussi, tu peux te tourner fou, quoi. Donc moi, j'ai fait 3 jours sur ce désert de sel, une centaine de kilomètres à peu près pour sortir. Alors tu peux faire en un jour, hein. Il y a des cyclistes qui l'avaient fait, qui étaient derrière moi, qui l'avaient traversé du matin, ils étaient sortis le soir. Alors moi, vu que je voulais camper, j'avais fait en sorte de m'arrêter au milieu pour être sûr d'être sur le Salar pour camper. Et là, par contre, j'avais eu ma nuit la plus froide du voyage, j'avais eu moins 27 degrés. Oui, parce que enfin, ça, il faut peut-être le préciser, mais c'est des déserts, donc il fait plutôt très chaud la journée, mais Ouais, aussi très froid la nuit. ouais, très très froid et en altitude. Là, quand on était avant avec mes amis, on était à 5000 mètres. Là, j'étais redescendu à 3500. Mais bon, tu es quand même en altitude et le désert de sel, c'est un microclimat. Donc, il fait toujours froid la nuit, en fait. Et là, j'ai eu très froid parce que j'avais mon matelas qui était crevé à ce moment-là. Donc, toutes les 3 heures, il se dégonflait. Donc, toutes les 3 heures, ça me réveillait, j'avais froid. Donc, je regonflais et hop, j'étais reparti pour 3 heures. Et là, ouais, là, j'ai vraiment eu froid. Mais bon, je m'étais bien habillé. Avant de partir, justement, j'avais fait en sorte d'avoir un sac de couchage qui résiste à extrême moins 28 degrés. Donc, j'étais pas loin des extrêmes là. Mais bon, ça s'est passé. Et après, je suis parti du Salar et j'ai commencé l'aventure bolivienne comme ça, quoi. Alors, j'imagine que dans une aventure comme ça, par exemple, il faut bien dormir. Ça doit être très dur les soirs comme ça où tu dors mal, où c'est pas confortable, où Bah, finalement on s'en fiche un peu avec de l'entraînement. bah ouais, au fur et à mesure, on s'en fiche. Des endroits où tu dors, on prend, on va dire. Mais oui, dormir mal. J'ai rarement passé une nuit où j'ai dormi comme un bébé jusqu'à 9h ou 10h du matin. C'est toujours, quand tu es dans ta tente, tu es toujours en alerte. Un petit bruit, ça me réveille. Même encore maintenant, hein, j'ai le réflexe. Là, je suis rentré depuis une semaine. Et dès qu'il y a un petit bruit, je me réveille, quoi. En fait, tu dors sur une oreille, quoi. Tu es toujours en alerte. Donc, non, non, je dormais pas des nuits, je pense, réparatrices, etc., quoi. Et qu'est-ce qui peut t'inquiéter? Des animaux qui viennent, des gens qui passent? Enfin, Ouais. c'est quoi les sources d'inquiétude quand on passe comme ça autant de jours en bivouac sauvage? Les animaux, ouais, ça dépendait des endroits. Quand j'étais dans les déserts et tout, je faisais attention aux serpents, aux scorpions. Après, j'entendais les coyotes quand j'étais plus au Mexique, États-Unis, le soir, hurler la nuit, donc ça faisait un peu peur. Après, j'avais plus peur, honnêtement, j'avais plus peur des gens qui, je sais pas, viennent me voler ou viennent me braquer ou j'en sais rien. Donc, à chaque fois, c'était le soir, En fait, le soleil se couchait tout le temps vers 18h. Parce que plus on se rapproche de la ligne de l'équateur, plus il n'y a pas de saison en fait. Tout le temps à 18h le soir. Et donc du coup, vers 4h de l'après-midi, 4h, 4h30, je commençais à, hop, mes yeux en mode alerte, regarder.
Et puis je demandais aux gens, quoi, est-ce que là c'est en sécurité? Est-ce que vous pensez que je peux dormir là? Donc ça, c'était souvent ça quand même. Donc la priorité, c'était en sécurité. Et en 900 jours, tu n'as pas eu d'épisode de vol ou d'agression physique? Une fois, et il y a eu des petits trucs, mais une fois, vraiment le truc un peu qui m'a vraiment fait flipper, c'était au tout début du voyage encore en Patagonie justement, et je sais pas, j'étais dans ma tente et il y a quelqu'un qui est arrivé. J'ai entendu une porte frapper, une porte claquer, une voiture quoi, et qui montait vers ma tente. Et en fait, il commençait à me parler en espagnol, à me hurler dessus. Et du coup, moi, j'ai eu peur parce qu'à ce moment-là, je parlais pas bien espagnol, donc je pouvais pas lui répondre que je passais juste la nuit. Enfin, je pouvais pas expliquer quoi ce que je faisais là. Et lui, il était un peu, je pense, un peu aussi un peu alcoolisé. Et ouais, il bougeait ma tente comme ça. Et moi, j'étais comme ça dans ma tente. J'étais en stress quoi. Et après, j'ai ouvert ma tente, donc je lui parlais en mode excusez-moi, excusez-moi. Et après, il est parti au bout de, je sais pas moi, une demi-heure. Ça a bien duré une demi-heure. Et après, ouais, ça c'était j'ai eu vraiment le palpitant à ce moment-là. Après, des petites histoires, si, il y a toujours des gens, par exemple, je dors et des lampes torches sur ma tente. Donc là, c'est chiant, quoi, parce que tu sais que quelqu'un t'a vu. Donc je sors. Après, je parlais mieux espagnol, donc j'arrivais à dire, vous inquiétez pas, je vais pas juste la nuit. Je repars demain matin à 7h, pas de souci. Et les gens, après, ok. Alors, justement, l'espagnol, tu l'as appris comme ça, sur le tas. Tu avais, je sais pas, une appli qui te permettait d'écouter de l'espagnol quand tu faisais du vélo, ou tu l'as appris en parlant avec les gens? Ouais, bah c'est ça en fait. Au début, j'avais le niveau, on va dire, lycée, quoi, basique, les mots basiques. Donc au début, c'était dur. Les premières semaines, quand en plus j'avais ma journée de vélo et que les gens m'accueillaient, que je devais raconter mon voyage, je me rappelle, j'avais mal à la tête, je m'endormais tout de suite, j'étais mort, quoi, j'étais rincé. Et ouais, au fur et à mesure de parler avec les gens, c'est ça qui est bien aussi quand tu es tout seul, c'est que en fait, t'as pas le choix, quoi. Tu dois te débrouiller tout seul si tu veux demander à dormir, si tu veux demander ta route, tout en fait. Et même les gens, ils viennent te parler, donc tu es obligé de répondre. Tu peux pas dire je parle pas, je pars. Non, tu fais le sociable, tu parles quoi. Et donc du coup, bah ouais, au fur et à mesure, on apprend l'espagnol quoi. Mais c'est venu au bout de quelques mois. Et après, j'ai passé bah, du coup pratiquement 2 ans dans les pays jusqu'au Mexique à parler espagnol. Donc à la fin. Ouais, mais c'est bien, du coup, je pouvais partager vraiment des trucs profonds quoi, avec les locaux et avoir des bonnes discussions, faire des blagues, etc. Donc, c'est en fait tout à la fin. C'est pour ça que j'ai aimé le Mexique aussi. On y reviendra, mais parce que à la fin, je pouvais blaguer avec les gens, on avait des discussions. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé le Mexique pour ça, quoi. Et les gens étaient plus réceptifs à moi aussi et c'était plus facile pour tout le monde, en fait. C'est un voyage physique et un voyage intellectuel à la fois, hein, faire un grand voyage comme ça, c'est aller aux limites de son corps et puis aussi, quelque part, de sa curiosité, de son intelligence. Bah oui, carrément, c'est ça, hein. C'est le défi voilà, physique, voilà, savoir un peu de quoi on est capable, de quoi on est fait. Mental aussi, on apprend aussi beaucoup, bah, est-ce qu'on est, ouais, voilà, de pas renoncer, comment c'est là, je sais plus le mot, mais ouais, de rien lâcher, quoi. Et, euh, et oui, on s'ouvre l'esprit, on voit d'autres choses, on voit d'autres cultures, des gens qui vivent différemment, qui ont d'autres religions aussi, qui sont enfin, souvent plus pauvres aussi. Donc, bah, ça te fait relativiser sur ta vie après en France, sur tout le confort qu'on a, etc. Donc voilà, ouais, tu prends des claques, quoi. Est-ce que, alors après le voyage continue, tu arrives en Amazonie, et là, l'Amazonie, c'est une nouvelle claque. Ouais. Moi, je voulais aussi, dans les trucs que j'avais cochés, c'était bah, découvrir l'Amazonie. Alors, comment de, de n'importe quel moyen, mais voilà. Donc, j'étais allé au début faire on va dire, une expérience touristique en Amazonie avec un guide, etc. Et j'avais tellement aimé cette semaine que je me suis dit, non, je reste en Amazonie et je vais traverser jusqu'à la frontière du Brésil. Et je vais aller dans l'Amazonie et revenir au Pérou par l'Amazonie, quoi. Donc, ça me faisait un détour, on va dire, de 1 ou 2 mois, quoi. Oui. Ouais. Mais j'avais tellement aimé l'ambiance,
complètement différent, quoi. Les forêts, les animaux, etc. Et voilà, je voulais faire ça. Et il n'y avait pas beaucoup de gens aussi qui étaient passés par là. Je sortais un peu de la route, on va dire, touristique que même à vélo, tout le monde prenait. Et ça m'avait plu, quoi. Et du coup, j'étais parti comme ça, quoi, en Amazonie. Alors après, je faisais, du coup, j'allais de communauté en communauté. Parce que les gens, alors, c'était pas touristique, mais du coup, c'était assez dangereux aussi. Donc les gens me disaient bien, ne reste pas quand même dehors dans ta tente. Là, le bivouac sauvage, non, quoi. Tu vas dans les communautés et tu te fais accueillir parce que sinon, ça peut être dangereux. Il y a du trafic en tout genre, quoi, et des animaux aussi, etc. Donc, je faisais en sorte d'arriver dans les communautés. Donc, en général, j'arrivais l'après-midi. Et là, pareil, les gens, ils étaient fous, quoi, de me voir. Les enfants. Après, je montais ma tente. J'avais tout. N'importe ce que je faisais, quoi. Le réchaud, je faisais à cuisiner. Tout le monde voulait voir comment je faisais. Et ils étaient trop curieux, quoi. Donc, ça, c'était trop bien. Et tu vis, ouais, avec des gens, ouais, qui vivent. Voilà, ils vont chasser le cochon dans la jungle. Ils vont chercher des fruits dans les arbres, ils grimpent aux arbres et tout pour chercher les fruits. Donc ouais, tu prends des claques aussi niveau dépaysement, quoi. Et je m'étais arrêté aussi 2 semaines dans une famille, vraiment un peu plus profond dans la jungle, quoi. J'avais dû aller en pirogue, etc., laisser mon vélo et aller en pirogue dans une communauté et pour vivre dans une famille, quoi, et voir, bah voilà, aller chasser avec le père, voir les tâches quotidiennes un peu, etc. Et là, c'était ouais, un des plus beaux souvenirs, je pense, de mon voyage, quoi. Et alors, quand tu fais ça, tu souffres pas trop de la chaleur, de l'humidité. Enfin, faire du vélo en Amazonie, c'est quand même dur, quoi, physiquement. Ah ouais, si, bah la chaleur, oui, ça c'était sûr, l'humidité aussi. Donc, bah, tu sais, de toute façon, le temps que tu vas y être, tu vas tout le temps être en transpi et la poussière, etc. Mais en fait, on s'habitue. Enfin, je sais pas si. Maintenant, je dis ça avec du recul, oui, c'était facile, mais non, sur place, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de ça, ouais. Et les moustiques, etc. Donc, je me rappelle à 18h, quand j'étais dans ma tente, hop, je me mettais dans ma tente pendant 1 heure parce que sinon, les moustiques arrivaient au coucher de soleil, quoi. Après, je pouvais sortir. Les gens, par exemple, ils se douchent, ils ont un puits, quoi, et ils collectent l'eau avec un seau du puits, et voilà, ils se douchent comme ça, ou dans les rivières. Ça, j'ai fait beaucoup aussi avec les habitants. Ils vont dans les rivières se baigner, se doucher, laver le linge. Euh, c'est un autre monde, quoi. Et tu buvais l'eau, par exemple, ou... Non. Non, parce que là, il faut faire... Ouais, non, là... délicat pour nous. Moi, je filtrais... En fait, j'ai été malade en Bolivie une fois avec l'eau pas potable. Et depuis, après, terminé, je filtrais toute l'eau. Même quand on me disait c'est potable, même après aux États-Unis où l'eau était potable, je faisais plus confiance. Non, je filtrais tout. Non, être malade une fois. Là, avec des pastilles ou avec non, juste j'avais un filtre, ouais, j'avais sur la gourde, là, Ouais. les filtres spéciaux. Ouais. Alors j'avais une gourde filtrante avec à l'intérieur de la gourde et j'avais un autre où c'est des poches et après t'appuies et en fait il y a un système de filtre et tu remplis les conteneurs, enfin tes bouteilles d'eau comme ça, quoi. Ça passe, l'eau passe dans un filtre et arrive dans ta bouteille après. Et quand tu vois le niveau de confort, les difficultés de ces villas, peut-être aussi, tu te dis que c'est incroyable les inégalités qu'il peut y avoir entre ici et là-bas. Ouais, bah oui, les inégalités, la corruption, enfin beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple au Mexique, moi je passais et je me rappelle les policiers mexicains, ils me demandaient par exemple, quiero una cerveza. Et en gros, ça veut dire j'ai envie d'une petite bière. Ça voulait dire, bah, donne-moi 2 ou 3 euros, quoi. Et des fois, certains contrôles policiers, c'était, ah bah tiens, j'ai envie quiero un pollo. Donc j'ai envie d'un poulet. Donc en gros, c'est un peu plus haut que la cerveza, que la bière. Donc tu devais donner 5 euros. Donc enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi. Les inégalités, les gens, oui, des gens qui vivent dans des maisons, c'est... Je sais pas, quoi. Enfin, je peux pas expliquer, il n'y a pas de sol, les poules qui rentrent dans les maisons,
pas d'isolation, rien, même pas fini les maisons, quoi, même pas fermées ni rien, de la poussière partout. Bon, en Amazonie, c'était ça, quoi. Les gens, ils vivaient, ils avaient une cabane en bois et ils avaient leur lit sur pareil, un plancher en bois surélevé pour les animaux. Et voilà, quoi. C'était ça leur maison, quoi. Enfin, leur chambre. Mais du coup, ils vivaient dehors, quoi. Après, ils étaient dans le village, ils avaient, je sais pas moi, où ils se réunissaient, etc. Mais ils n'avaient pas comme nous un salon, un truc comme ça. Non, ils avaient juste une pièce, quoi. La petite maison, le toit, et en paille, et hop. Et en palmier, tu vois. Puis souvent, il faut faire face aux inondations. Enfin, il y a aussi des tas d'événements qui peuvent dégrader leur habitat. Ouais, bah, quand j'étais dans les montagnes en altitude, c'était les inondations, les glissements de terrain. Donc voilà, des fois, par exemple, ça casse les canalisations et ils n'ont pas d'eau pendant des jours et des jours. Donc puis, ils peuvent plus se doucher, ils peuvent plus rien, quoi. Et des fois, en Amazonie, c'était les feux de forêt où là, c'est pareil, ça ravage tout. Donc ouais, c'est là que tu te dis aussi, nous, on est que de passage, quoi. Moi, je traversais, donc je pouvais pas me plaindre, quoi. J'étais là. Et même des fois, je me sentais en mode, j'étais quand même à la route, donc avec ma tante, etc. Mais même avec ça, j'étais quand même dans un niveau de confort, même des fois plus élevé que les gens qui vivaient là toute leur vie, quoi. Donc des fois, même, je me sentais un peu, ils me donnaient à manger, etc. Et je me disais, non, mais c'est bizarre, quoi. C'est moi qui suis le plus riche d'ici. Je me sentais, comment on dit, pas, je sais plus comment on dit en français maintenant, mais mal à l'aise, quoi, un peu, quoi. C'était pas. Mais bon, ils étaient contents, quoi. Ils me donnaient ça par gaieté de cœur. Ils étaient incroyables. Et parce que concrètement, tu t'es parti avec... comment tu faisais pour vivre? Enfin, quelle somme d'argent, plus ou moins, tu avais? Enfin, comment ça fonctionnait au niveau... parce que 900 jours de voyage, c'est pas forcément facile d'arriver à le financer, tout bêtement. Bah, du coup, moi, j'ai fait... alors, je savais que j'allais faire quand j'étais adolescent, que j'allais partir comme ça 1 an autour du monde ou que sais-je. Donc, j'ai essayé d'économiser depuis. Et je suis parti avec mes économies comme ça, quoi. Alors, j'ai travaillé 2-3 ans avant de partir. J'ai mis de côté. Et sur place, après, au final, en voyageant à vélo, déjà, c'est pas cher. Et sur place, c'est encore moins cher, quoi. La vie là-bas, c'est pas si cher que ça, quoi. Ça reste toujours un budget, mais au final, voyager à vélo, ça va, quoi. Ouais. T'as jamais travaillé finalement pour gagner ta vie dans les pays? Tu t'es appuyé simplement sur tes économies? Ouais. J'ai aidé des fois des personnes, mais c'était pas contrôle de l'argent, c'était pour rester dormir ou pour à manger ou des trucs comme ça, quoi. Mais ça a jamais été plusieurs mois, par exemple, où je me suis posé 1 mois ou 2 mois et j'ai fait les saisons, par exemple. Non, ça c'est... Non, en fait, je savais que je voulais aller jusqu'au Canada et je voulais pas mettre non plus 5 ans ou 10 ans. Enfin, j'avais quand même prévu, à la base, j'avais prévu 1 an et demi. Au final, j'ai mis 2 ans et demi. Donc déjà, j'étais hors de mon temps, de mon planning, etc. Bon, après, il n'y avait plus de planning, ça, on oublie. Mais non, je voulais quand même pas rentrer au bout de 5 ans, etc. Donc je voulais quand même avancer. Parce que avancer, tu fais combien de kilomètres par jour en moyenne? Alors ça c'est la question, ça dépend vraiment si c'est montagneux, s'il y a du vent, s'il pleut, beaucoup de facteurs. Mais en général, entre 50 et 70, 80. Et je disais, ouais, une belle étape de plat avec du vent. J'ai fait 150 une fois. C'était le maximum. Mais ça m'est arrivé de faire 100 quelques fois. 100, 110. Et sinon, ouais, en Patagonie, au début, c'était 30. Ou quand tu gravis des cols, c'est pareil, tu fais 20. T'es content, quoi. T'as gravi le col, je sais pas combien de mètres de dénivelé positif. Des fois 2000 dans la journée. Donc... c'est assez, quoi, 20. Ouais. Donc ça dépend vraiment en fait des facteurs, quoi. Donc du coup, tu remontes. Donc là, tu arrives en Amérique centrale. C'est quoi les difficultés qu'on rencontre en Amérique centrale et aussi les paysages magnifiques, j'imagine? L'Amérique centrale, il y a beaucoup de personnes. C'est des petits pays avec beaucoup de personnes. Donc il y a beaucoup de trafic, je dis du trafic, beaucoup de voitures, beaucoup de gens sur les routes. Donc ça te frôle, etc. Ça, c'était les difficultés. Après, c'est des pays
qui sont pas encore sûrs niveau sécurité. Par exemple, on a traversé le Honduras en 2 jours parce que le pays n'était pas recommandé pour les touristes. Enfin voilà. Mais après, l'Amérique centrale, c'est situé sur la ceinture de feu, ça s'appelle. Donc il y a plein de volcans, des volcans qui sont actifs. Donc tu peux voir des volcans en éruption, etc. tout près. Donc ça, c'était incroyable. C'est aussi pas loin de l'équateur, donc tu as plein d'animaux sauvages en liberté, donc des singes, des crocodiles, des perroquets, tous les jours des perroquets, comme ça, quoi, dans la nature. J'imagine que c'est chouette de voir des animaux plus ailleurs que dans des zoos. Ah bah oui, quand tu es sur ton vélo, que tu avances et que tu sens craquer les feuilles d'arbres au-dessus de toi, du coup tu sais qu'il y a un animal, tu t'arrêtes, tu essaies de voir, tu vois, il y a un singe, etc. Et puis les singes hurleurs quand t'entends hurler. La nuit surtout. Ouais. Donc non, c'est l'Amérique centrale, niveau animaux, les paresseux, etc. Moi j'adore voir des animaux, donc j'étais content. Alors quand tu fais ça, tu peux remonter à vélo tout le temps, en fait, tous les passages sont ouverts, ou il y a des moments où, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas passer? Alors oui, il y a un endroit qui s'appelle le Darien Gap, entre le Panama et la Colombie, où là, il n'y a pas de route en fait. Il y a une frontière terrestre, mais c'est pas du tout recommandé pour les touristes et même pour les personnes en général. Il y a du trafic de plein de choses. Enfin, c'est pas du tout recommandé, quoi. Donc en fait, il y a deux moyens. Donc il y a le bateau ou l'avion pour arriver de la Colombie au Panama, comme j'ai fait. Et donc moi, j'ai choisi le bateau parce qu'à ce moment-là, j'étais arrivé sur la côte Caraïbe, vers Carthagène des Indes, etc. Et ouais, pour avoir une expérience aussi en bateau, on traverse des îles paradisiaques. Il y a des gens qui vivent sur ces îles panaméennes qui s'appellent les Gunayala. Et du coup, on va les voir, on va voir comment ils vivent, etc. Et en fait, ça m'a fait une pause aussi pendant le voyage de 4-5 jours. Et donc, c'était cool, quoi. Puis c'est un peu le paradis, quoi. C'est comme on voit dans les cartes postales, l'eau turquoise, les tortues, les étoiles de mer. Donc non, c'était un bon choix. Alors après, tu remontes et puis tu arrives au Mexique. Et là, le Mexique, c'est un pays, déjà, on ne le sait pas toujours, mais déjà qui est beaucoup plus grand que la France et qui est 3 fois plus grand que la France. qui est très varié dans à la fois paysage et sa culture. Ouais. Alors ouais, au Mexique, je suis arrivé par coup de chance pour le jour de la fête des morts, le 30 novembre, et le lendemain c'était le 31 octobre, et le 1er novembre c'était la fête des morts, Dia de los Muertos au Mexique. Et déjà, premier jour au Mexique, j'ai eu une claque parce que en fait, les gens là-bas, ils célèbrent la mort, quoi. C'est pas du tout comme en France où les gens sont tristes. Eux, ils font des fêtes foraines, il y a des grandes roues, enfin, c'est pas du tout pareil. Et des stands à manger. Et donc, du coup, de voir ça, c'est fou. Et après, de voir vraiment les gens des familles aller sur les tombes et rester, par exemple, toute la famille, les 15 personnes de la famille qui se donnent rendez-vous ce jour-là pour rester autour de la tombe du défunt. Et ils font leur pique-nique, ils mettent des chaises de camping, ils restent autour, quoi. Ils boivent, ils parlent aux défunts. Par exemple, quand ils boivent un coup, ils versent sur la tombe du défunt comme s'il était avec eux, en fait. Et ouais, non, c'est fou de voir ça, quoi. Ça m'a même ému, quoi. Parce que, ouais, de voir ça, de voir les gens qui sont contents, etc. Et donc les Mexicains, toujours super accueillants aussi. Moi, ça aurait pu être aussi un peu malaisant aussi de voir des gens comme ça. C'est comme si en France, on regardait les gens sur les cimetières comme ça. C'est un peu... Mais là, non, les Mexicains, tout de suite, en fait, ils me voyaient au loin. Donc moi, je restais un peu loin au début et ils me disaient, non, mais viens avec nous. Donc, ok. Donc j'étais autour dans la famille, comme ça, à manger, tout avec la famille. Et les mariachis qui venaient faire des sérénades derrière et tout. Enfin, donc du coup, culturellement, déjà, ça, j'ai pris une claque. Et après, ça a été comme ça tout le temps, quoi. Tout le sud du Mexique, ça a été comme ça. Les gens, par exemple, j'ai croisé aussi des gens qui font des pèlerinages, un peu comme Saint-Jacques-de-Compostelle, mais beaucoup, quoi. Enfin, en voiture, vélo, ils traversent tout le Mexique pour aller à la cathédrale. Je sais plus comment ça s'appelle, mais
juste pour aller prier ce jour-là à la Vierge tant, quoi. Et ils traversent tout le Mexique, quoi. Et du coup, moi, je les ai croisés. Et sur leur camion, ils mettent des photos de la Vierge décorées, des vélos, des tuk-tuk. Enfin, tout le monde part comme il peut, quoi. Et ils passent toute la semaine, c'est une semaine ou deux. Ils vivent dans leur camion, ils vivent sur la route, un peu comme moi, quoi. Donc ça, j'ai vu ça aussi au Mexique. C'était super bien. Et après, même les cultures, bah, aztèques, mayas, tous les temples, c'est super beau, quoi. Alors, le Mexique, c'est des paysages magnifiques, un accueil très chaleureux, et puis aussi du narcotrafic, et ça, tu y as été confronté. Ouais, du coup, c'est ça. En fait, le premier jour que je suis arrivé au Mexique, avant d'arriver à la fête des morts, donc je suis passé du coup au Guatemala au Mexique. Et tout le sud du Mexique actuellement, enfin plus maintenant, mais quand j'y étais, était contrôlé par les narcotrafiquants. Donc c'est un peu le point noir du sud du Mexique et du nord aussi qui est contrôlé par les narcotrafiquants actuellement. Et toutes les frontières étaient fermées sauf une frontière, quoi. Donc moi j'ai été à la seule frontière où on pouvait passer en tant qu'à vélo ou en voiture. Et du coup le douanier du Guatemala, il me dit ok, tu peux passer, mais bah, à tes risques et périls parce que tu es le premier cycliste qui passe et bon, bah, dans 10 km, il y a un poste de narcos. Et du coup, voilà, tes risques et périls. Normalement, on n'a jamais entendu une histoire qui tourne mal parce qu'en fait, ils parlent, ils te posent des questions, mais ils te laissent partir après. Mais vu que tu es le premier vélo, attention quand même, enfin, tu es à pied, quoi. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je passe, etc. Donc je me rappelle, j'avais appelé mes parents à ce moment-là. À la fin, j'avais décidé de passer parce que bah, je devais aller au Mexique, quoi. Et j'avais appelé mes parents, j'avais dit, bon là je passe, je vais passer une frontière un peu délicate. Si dans 2 heures, je donne pas de nouvelles, vous pouvez vous inquiéter, quoi. Et du coup, je passe la frontière et ouais, au bout de 10 km, donc une vingtaine d'hommes armés, cagoulés, des mitraillettes. Et donc, ils me font signe sur le bas-côté. Oh, du coup, je me dis, ok, le palpitant aussi. Et donc, ils m'arrêtent, ils se mettent tout autour de mon vélo. Et du coup, je voyais pas derrière ce qu'ils faisaient et tout, quoi. Et il y en a quelques-uns qui me posent des questions. Qu'est-ce que je fais là? Même eux, ils comprenaient pas à vélo aussi. Donc, j'ai dû expliquer. Ils ont dû halluciner quand même. Bah, c'est ça, quoi. Premier vélo qui passe, ils me disent, mais pourquoi tu fais à vélo? Où tu vas? Après, c'était où tu vas au Mexique? C'est quoi ton itinéraire précis? Est-ce que tu vas... Il me disait, est-ce que tu vas rencontrer est-ce que tu vas au nord du Mexique? Parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de narcotrafiquants. Enfin, que des questions comme ça sur mon passé aussi, où j'avais été... Enfin, mon passé du voyage, où j'avais été, montrer des photos, etc. Donc ça a été un bon interrogatoire, bien stressant. Et au final, après, bon, ils ont détendu l'atmosphère. Heureusement que je parlais quand même bien espagnol aussi. Un truc aussi que j'avais ma GoPro devant. Et ils croyaient que je filmais avec ma GoPro. Et heureusement, je filmais pas. Donc, ils ont regardé toutes les vidéos que j'avais prises ces derniers jours pour voir si je les avais filmées, etc. Heureusement que j'avais pas filmé, parce que là, ça aurait pu tourner mal aussi. Et donc après, voilà, il me posait des questions pour détendre un peu l'atmosphère. Par exemple, qui sont les plus belles femmes entre les Mexicaines et les Françaises? Donc là, moi, je rentrais dans leur jeu, quoi. Il parlait de foot aussi? Ouais, de foot, de Gignac, au foot. Je disais, bah oui, Gignac, il est de France. Enfin, j'essayais à chaque fois de rentrer dans leur jeu, voilà, quoi, d'être sympa avec eux, etc. Et donc, à la fin, ils m'ont dit, ok, petit, vas-y, tu peux passer. Mais avant, on va faire une photo avec toi. Et donc du coup, bah, moi j'ai pas la photo parce que j'ai pas osé demander après, mais donc j'avais les hommes comme ça avec leur mitraillette avec une cagoule et moi j'étais sur mon vélo et quelqu'un qui prend la photo. Et après du coup ils me disent bah vas-y, tu peux partir maintenant, vas-y, bonne chance pour la suite de ton voyage. Et puis ils me disent attention plus haut au trafic, enfin avec les voitures, etc., quoi. Et moi, je pensais, mais les gars, c'est pas les voitures que j'ai peur, quoi. J'ai peur de recroiser des narcotrafiquants, quoi. Et ouais, après, j'ai fait 500 mètres, 1 kilomètre, parce que je devais monter encore à ce moment-là. Et quand j'ai fini la montée, je me suis posé, ils étaient plus trop à vue. Et ouais, je me suis... les nerfs ont lâché. Je me rappelle, j'ai pleuré un bon coup, parce que j'avais été stressé pendant 15-20 minutes. Et j'ai appelé mes parents, quoi. Je leur ai dit, c'est bon, je suis passé, je suis au Mexique, quoi. Et ouais, et après, j'ai été dormir chez une personne et la personne m'a dit, mais tu viens du Guatemala, mais
t'es fou, t'arrives à vélo et tout. Il dit, ouais, mais t'as croisé les narcotrafiquants, du coup? Je fais, ouais, oui, je les ai croisés et tout. Il n'en revenait pas, quoi. Il disait, mais putain, t'es fou, quoi. T'es fou d'être passé comme ça. Et après, du coup, voilà, la fête des morts. Et après, tout le Mexique, ça a été super, quoi. Ça a aucun problème. C'était juste le premier jour, quoi, pour Alors, mon entrée. Après, tu remontes et puis là, du coup, tu arrives aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, c'est quand même un changement d'ambiance. Ah ouais, ben là, c'est pareil. Grosse claque. Je passe de la frontière de Tijuana à San Diego, où là, bah, le contraste deux mondes. Mais vraiment deux mondes. Où tu as le mur aussi, le mur qui sépare le Mexique et les États-Unis. Et je me rappelle, j'ai une image en tête je monte un peu et je vois le mur et je vois tous les favelas de Tijuana et à droite San Diego, les plages, etc., les beaux immeubles. Oh, et cette image, elle me reste gravée, quoi. C'est fou, quoi. Et donc, ouais, j'arrive aux États-Unis, en Californie, en plus, l'État où vraiment tout est riche, tout est. Donc, même moi, je me sentais pas trop à ma place. Un peu, j'arrivais avec mon vélo qui avait déjà bien souffert, un peu en mode vagabond, quoi. Donc j'arrive dans les villes un peu riches comme ça, San Diego, Los Angeles. À Los Angeles, je me pose et à la base, je vais aller jusqu'à Vancouver, donc suivre la côte pacifique et traverser des grandes villes comme ça, San Francisco, etc. Et tout le monde m'a dit la côte atlantique, pacifique, pardon, c'est un peu toujours pareil, quoi. Et les gens, comment dire, c'est un peu riche, quoi. C'est un peu les endroits riches des États-Unis. Et là, jusqu'à Los Angeles, à chaque fois, c'était dur pour trouver des bivouacs. Je me sentais pas à ma place, quoi. Donc, je me suis posé à Los Angeles et je me suis dit, non, tu vas complètement changer de cap et tu vas aller dans des endroits plus sauvages où là, tu vas pouvoir faire du bivouac, tu vas pouvoir être dans les déserts, voilà, au calme, sans beaucoup de voitures, etc. Et donc, ouais, j'ai changé de cap à Los Angeles et je me suis mis en direction de Las Vegas, la route 66 que j'ai fait pendant quelques jours, une semaine, je crois. Donc super aussi, quoi. C'était pas prévu à la base. Mais c'est ça qui est bien à vélo, en fait. On peut, comme ça, sur un coup de tête, on peut changer d'itinéraire. En fait, il n'y a rien qui nous retient. On n'a pas de planning, on n'a pas de. Donc voilà, quoi. Ça te fait un sacré détour, mais... Ouais, ah bah oui, par contre, ça faisait un détour de fou, quoi, parce que j'ai traversé du coup le Nevada, partir de la Californie, Nevada, un petit peu d'Arizona, l'Utah après. Donc là, je suis resté pas mal de temps, pratiquement un mois en Utah. Après, Idaho, Wyoming et Montana. Et après, arrivé au Canada, à un autre endroit. Du coup, je devais arriver à Vancouver et je suis arrivé à Calgary. Pas prévu, mais voilà, ça m'a fait découvrir des endroits des États-Unis qu'au final, bah, j'étais content, quoi. Des endroits sauvages, du Montana, par exemple, que j'avais vu dans des séries ou des trucs comme ça. Et au final, ouais, content d'avoir vu tout ça. Ouais, et puis les paysages sont magnifiques quand tu remontes avec les Rocheuses, là, sur le côté. Et puis, C'est ça. dans ces endroits qui sont relativement sauvages et assez peu touristiques, c'est vraiment très beau, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais les Rocheuses à ma gauche, de l'Utah jusqu'au Canada. J'ai suivi les Rocheuses au pied des Rocheuses. Et oui, par exemple, Yellowstone, le parc Yellowstone, c'est incroyable aussi, quoi. C'est là que tu as le plus grand nombre de geysers actifs au monde. Et c'est fou, quoi. Alors à Yellowstone aussi, j'ai une anecdote, c'est qu'il y a des bisons qui datent de la préhistoire, qui sont là. Bon, ils se sont reproduits, etc. Mais ils sont en liberté depuis la préhistoire dans ce parc. Et moi, je voulais les voir absolument, pareil, les animaux, quoi. Et il se trouve que voilà, j'arrive à vélo et au bout de 10 km dans le parc, un troupeau de bisons qui arrive dans un champ et je les vois qui commencent à traverser la route. Et moi, j'étais avec mon vélo, quoi. Et donc, je vois des bisons comme ça à 1 mètre de moi, 2 mètres de moi passer. Et là aussi, tu stresses un peu, quoi. Tu te dis, à tout moment, ils peuvent te charger, attention, quoi. Et non, je les vois passer. Et après, du coup, je les ai suivis en vélo. Ils étaient à ma gauche. Et je les ai suivis comme ça en vélo. Et moment magique, quoi. Donc, ouais, c'était fou. Donc, ton voyage se termine. Maintenant, tu es arrivé en France depuis 8 jours seulement. Ouais. Ça fait quoi de revenir en France après 900 jours de vagabondage comme ça? Ça fait bizarre, j'avoue. Après, heureusement pour moi, pendant le voyage, j'avais prévu de faire comme un sas de décompression. Donc, en fait, je suis revenu en Espagne.
J'ai traversé l'Espagne et la France. Et heureusement, parce que j'ai pu me remettre tout doucement un peu je sais pas, à la nourriture, au mode de vie, etc. Donc, on va dire que ça a été un premier sas de décompressement. Mais oui, ça fait quand même bizarre. J'avoue que là, stopper le vélo, euh, ça fait bizarre de plus remettre la tente, de plus chercher un endroit où dormir, etc. En fait, on est tout le temps en alerte pour des choses primitives, quoi, à manger, à boire, où dormir et tout. Et en fait, là, on a tout, quoi. Donc ça fait bizarre. Après, bah, c'est cool aussi hein, d'avoir un peu de confort. J'avoue que c'est cool. Faut que je garde en moi tout ce que j'ai appris là, tout ce mode minimaliste un peu que j'ai appris pendant le voyage pour retranscrire un peu ça pendant ma vie future et peut-être transmettre aussi, enfin faire ouvrir l'esprit à des générations, etc. Parce que tu as envie de vivre avec plus de simplicité après un Ouais. voyage comme ça? Ah oui, maintenant oui. Ah oui, Mm. carrément. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer en moi et même dans ma future maison, etc. Oui, oui. C'est sûr que oui. Ça veut dire qu'on est moins matérialiste en fait. Mm. Bah moi je vivais oui avec le minimum quoi, une tente, un sac de couchage, voilà mon appareil photo, quelques vêtements, un truc pour cuisiner et voilà quoi. Et en fait j'ai tenu pendant 2 ans et demi comme ça, donc voilà. Mais j'avoue qu'après le piège c'est aussi que le confort et tu peux vite retomber dans beaucoup de confort, etc. Donc va falloir que je garde en esprit de pas retomber, de rester dans ce côté ouais minimaliste un peu quoi. Est-ce que ça façonne une philosophie écologiste ou peut-être que tu avais Oui. avant? Enfin, est-ce que finalement tu t'es rendu compte des excès, je sais pas, de la surconsommation du capitalisme, etc. et des dommages que ça fait à la planète en faisant un voyage comme ça, tu te dis c'est quelque chose qu'il faut défendre. Oui, c'est sûr, non, c'est sûr qu'il faut défendre. Après, j'ai aussi pris une claque niveau des déchets, enfin de tout ça, quoi, du plastique que j'ai rencontré sur les bords des routes. Franchement, il y en a beaucoup, quoi. Beaucoup, beaucoup. C'est fou, quoi. Des décharges à ciel ouvert. Donc c'est un peu ouais, le point négatif. Bon, je vais pas dire que je suis pessimiste, on va dire, mais ouais, tu prends une claque aussi. Enfin, t'en vois tellement, tellement, et en fait, c'est pas de leur faute, quoi. Ils ont pas d'endroit pour mettre les poubelles, etc. Donc, soit ils laissent comme ça, soit ils brûlent. Donc, ouais, ils ont pas le choix, en fait. Pas de moyens, pas d'éducation sur ça. Donc ouais, ça me faisait mal au cœur quand je voyais des bouteilles, même en Amazonie, quoi, des endroits bien reculés et on retrouvait quand même du plastique, quoi. Même au sud de l'Ipèze, là où j'ai parlé tout à l'heure, même là, quand on retrouve des bouts de papier, des papiers de Mars, des trucs comme ça. Mais bon, Après, voilà, chacun fait enfin, à sa petite échelle, petit à petit, on peut y arriver. Mais dans les pays là-bas, il y a beaucoup de travail, quoi. Beaucoup de travail. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un ou peut-être le conseil c'est de pas y aller, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de faire le même voyage? Bah, de pas hésiter, quoi. Moi, je suis parti un peu sans entraînement, sans planning, sans prévoir, quoi. Alors oui, j'avais prévu un peu les premières semaines, etc. Mais en fait, faut se lancer. Si c'est le rêve, eh ben, faut y aller. Et moi, je recommande aussi aux gens de voyager à vélo, quoi. Que ce soit même partir loin pendant longtemps, que ce soit même une semaine, là, cet été en France. La Vélodyssée, c'est facile, c'est plat, il n'y a pas de voiture. Et ouais, enfin, on découvre un pays autrement. On apprend aussi, bah, c'est dur physiquement, donc on apprend aussi la résilience. Et non, moi je recommande à tout le monde de pas hésiter, quoi. De pas hésiter à partir comme ça. Même, voilà, comme on disait tout à l'heure, s'ouvrir l'esprit, voir d'autres choses, d'autres cultures. Je pense que c'est bien, quoi. Moi j'aimerais bien que tous les jeunes puissent avoir la chance de partir. Alors nous, on a la chance d'être français, on peut entrer dans tous les pays, mais des fois on se rend pas compte, quoi. Et ça, je me suis rendu compte aussi pendant le voyage que, bah oui, avec le passeport français, en fait, on rentre, bim, et voilà, qu'il n'y a pas de question. Alors que les Latinos, par exemple, eux, c'est très dur, quoi, de partir d'un autre pays, d'entrer dans un autre pays, etc. Donc ouais, il faut se prendre conscience de la chance qu'on a d'être français, qu'on peut voyager partout, aller, aller découvrir d'autres cultures et revenir plus enrichi
pour ouais, retransmettre aussi, avoir un autre mode de vie. Donc ouais, moi je recommande. Moi j'aimerais bien par exemple que ouais, mes frères, tout le monde parte au moins 6 mois peut-être voyager dans un autre... et pas forcément, même en Europe, hein, on peut prendre un dépaysement. Enfin, il y a des pays de l'Est, même en Espagne, il y a moyen de voir autre chose, quoi. On n'est pas obligé de prendre l'avion pour voyager. Non, 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 carrément pas. Franchement, en Europe, il y a beaucoup d'endroits où c'est quand même enfin, plus pauvre, etc., où tu peux voir des gens avec d'autres cultures, donc enfin, ouais, tout près d'ici, quoi. Super, eh ben, Pierre, merci beaucoup pour ce récit passionnant d'un voyage extraordinaire, on peut dire ça. Ben, vous pouvez retrouver tout ce récit sur Radio Ondine, bien sûr, et puis sur notre chaîne YouTube, ainsi que nos réseaux sociaux. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner. À très vite sur Radio Ondine.